Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens, Stade Brestois, victoire 1-0 de nos Lensois qui se relancent pour la course au podium ou la course à la Ligue des Champions, ça dépend ce qu'on espère en tout cas, mais c'est la même chose, vous me direz rien, mais le podium ça fait quand même plus cool que la 4e place. Au moment où je vous parle, Lille a fait match nul face à Rennes et nous repasse devant, on est actuellement 5e. Marseille est en train de jouer face à Nantes. Osef, je m'en fous. Je regarderai peut-être pas le match, je ferai bien. Mais en tout cas, de toute façon, je fais la vidéo pendant le match, donc je vais pas le regarder. Je vais louper au moins une demi-heure. Mais en tout cas, voilà. C'est une très belle opération dans un match qui était quand même assez plaisant à regarder. J'ai été fort tendu, hein. C'était très inquiétant, surtout en deuxième mi-temps où on était pas mal acculé. On va parler de tout ça, mais je reste quand même sur une appréhension un peu de ce que je vais dire, parce que j'ai commencé déjà, c'était un peu polémique par rapport à mon tweet sur Brest, mais je reste sur la même idée, que je trouve ce Dauphin quand même assez, je dirais pas, j'ai été un peu sévère, mais je trouve pas qu'il est à la hauteur du Dauphin de la saison dernière, c'est-à-dire nous. Moi, je les ai pas trouvés transcendants, on va reparler. Je pense aussi que on a failli physiquement en deuxième, on y reviendra aussi. Mais voilà, je pense pas forcément que Brest va être deuxième de championnat. Je pense que Monaco fait un plus joli Dauphin, que Brest va devoir enchaîner à Lille. Face à Lille, d'ailleurs, qui vient de faire match nul et qui va vouloir peut-être se rapprocher de cette fameuse deuxième, voire troisième place. On est dans la place, nous on affronte Nice, qui va être un gros match aussi à domicile. Mais je suis pas... voilà, j'ai pas été transcendé, mais j'y reviendrai quand même assez longuement sur ce match, sur comment je le vois, comment je l'ai vu, comment je l'ai ressenti de la tribune, et puis en revisionnage, mais en tout cas... je trouve qu'on a été quand même assez intéressant, mais on a manqué de physique. Voilà, mais je vais le détailler, parce que j'ai quand même pris pas mal de salves par rapport à ma sortie sur Brest. Après, j'ai vu des tweets, des d'honneur et tatati et tatata. Bon, ouais, ok. Ouais, bon. On va pas faire une haie d'honneur à Brest. Je veux dire, j'ai l'impression que beaucoup s'identifient à Brest, alors que la saison de Brest n'a rien à voir avec la nôtre. Hein. Moi, je suis désolé. Nous, on s'est pas roulé par terre, on n'a pas fait les putes. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de ça. Nous, on n'a pas gagné avec beaucoup d'aide d'arbitrage. Eux, ils démarrent leur saison avec un vol complet puisqu'il y avait pas rouge, etc. Ça a niqué complètement le match. Je suis pas certain qu'ils font la même saison si ils gagnent pas face à nous 3-2. Donc voilà, moi je peux pas m'identifier à Brest, surtout pas à ce public-là, qui est un public nauséabond, qui a posté des trucs avec bienvenue chez les consanguins, etc. Donc c'est un public détestable, un club que je déteste aussi. Donc c'est vrai que des fois je suis peut-être pas forcément hyper objectif, mais après ils méritent d'être à leur place. Ils ont fait ce qu'ont pas fait comment dire, les clubs qui sont aujourd'hui derrière nous, Marseille et Rennes, c'est-à-dire gagner contre les clubs accessibles. Brest l'a fait en ayant fait des coups face au top 5, c'est-à-dire ce que je considère comme le top 5 en Ligue 1 en termes de niveau, et aujourd'hui c'est pour ça qu'ils sont deuxièmes. Parce que sur 2 saisons, les gros clubs ont failli, parce que la saison dernière c'est pareil, les gros clubs ont failli et on a gagné contre eux. Ils ont fait la même chose, mais c'était pas aussi flamboyant. Voilà, moi je le dis, c'est mon avis. J'ai regardé les matchs de Brest, je trouve pas que c'est un beau Dauphin. Mais voilà, ça reste que mon avis. Hein. On va commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts, le trio non légendaire Gradit, Danso, Kuzanov qui remplaçait donc Medina suspendu, à droite Aguilar qui enchaîne les titularisations, à gauche Frankowski qui enchaîne aussi les titularisations on n'a plus aucun spécialiste du poste à gauche, un milieu de terrain El Ainaoui Nampalys Mendy qui a été reconduit puisque plutôt intéressant en association. Et puis le trio offensif titulaire qui est aujourd'hui indéboulonnable, Pereira da Costa, Sotoka et Eli Wahi qui était incertain et qui au final était titulaire. Alors ce que j'ai pensé de ce 11 de départ, c'est que il n'y a pas plus logique comme 11 de départ. C'est aujourd'hui l'équipe type au tenté. Je pense qu'elle évoluera. Si Machado revient, il sera titulaire. Ce qui veut dire que le poste de piston droit se jouera entre Frankowski et Aguilar.
Moi, personnellement, je pense que Aguilar est en train de prendre de plus en plus d'épaisseur et peut-être de gagner ce rapport de force à distance, même si Frankowski, assez étonnamment, est plutôt mieux à l'aise à gauche que d'habitude, j'en parlerai après. Le milieu de terrain, je pense qu'il s'est trouvé. Malheureusement pour Diouf, il a perdu la bataille face à El Ainaoui, mais en même temps, voilà, on en reparlera aussi, c'est compliqué de sortir El Ainaoui du 11 de départ. Nampalys Mendy est beaucoup plus complet que Salih Abdul Samed. Et voilà, moi je connaissais plus trop la carrière de Nampalys Mendy, donc j'ai du mal à m'identifier au joueur parce que je l'ai pas suivi. Pour moi, il a disparu depuis ses saisons à Nice où il avait été très bon. Il est parti à Leicester, il a remplacé Kanté, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Mais voilà, je trouve qu'il revient très bien. Il a eu des périodes de blessures, de faiblesse. C'était lié aussi un petit peu au fait qu'il avait très très peu joué sur la dernière saison, je crois, à Leicester, si je dis pas de bêtises, attention. Peut-être que je dis des bêtises, mais je l'ai trouvé assez fragile, il avait un manque de rythme. La CAN lui a fait du bien, je pense. Et là, il revient très bien et cette association fonctionne, donc c'est logique qu'il soit titularisé. Et puis le trio devant, c'est un trio qui marche depuis quelques matchs, avec un Eli Wahi qui enchaîne les buts, Sotoka qui redevient décisif, Pereira da Costa qui marche sur l'eau. Il a eu un déclic de Mongol, c'est la résurrection, le phénix, Al-Phénix de Lens. Donc pour moi, le 11, c'est le meilleur 11. Maintenant, ce 11 envoie dans les ténèbres beaucoup de joueurs qui étaient des cadres de la saison dernière, qui n'ont pas forcément le rayonnement qu'on pourrait attendre d'eux en sortie de banc. Je pense à Fulgini, à Thomasson, à Wesley Saïd, qui reste quand même un cadre de l'équipe, à Salih Abdul Samed. Ces 4 joueurs-là, c'était des titulaires réguliers la saison dernière, et plus que réguliers. C'était des joueurs qui comptaient dans l'effectif. Aujourd'hui, ils sont sur le banc, et forcé de constater que ils sont plus que neutres. Ça pose aussi une question du renouvellement du banc. Ça va être une question pour le mercato prochain, parce que je pense que ces joueurs-là donc clairement, ils rentrent plus dans cette logique-là d'apport de banc. Enfin, on y reviendra. Mais voilà, ce 11-là est très dur. Je pense que Chavez, Machado, quand ils vont revenir, ils vont reprendre des places. Moi, j'ai du mal à croire que Machado va pas se replacer dans ce groupe-là. Parce que s'il se replace pas dans ce groupe-là, ça veut dire qu'ils le garderont pas. Moi, je trouve ça complètement fou. Toutes les recrues qu'on prend, on finit par ne plus les garder. Sauf si c'est des recrues titulaires. Donc il y a quand même un petit problème de banc où on n'arrive pas à garder des joueurs, on n'arrive pas à avoir des joueurs qui rentrent dans la rota. Pour moi, Chavez a le niveau, largement, et j'espère qu'il va reprendre une place, parce que il va falloir faire sauter des gens, on peut pas agrandir le groupe sur la feuille de match. Donc du coup, c'est vrai que je pense qu'un Guy Lavogui, par exemple, va sauter, que sûrement Chichouba va sauter. Est-ce que ça va jouer entre Kouzanov et Aïdara? Est-ce qu'il va prioriser Kouzanov, qui est quand même très intéressant, et Aïdara peut-être un petit peu moins joué? Ça va être très compliqué pour Francaise dans quelques semaines, quand il va récupérer tout le monde. Hein. Il va devoir se creuser la tête pour barrer des noms sur la liste. Ça va être un peu compliqué. Enfin, Guy Lavogui, non, ça sera pas compliqué de barrer son nom, mais... mais voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est le meilleur 11 type en l'état actuel. Donc, rien de plus logique. Pour moi, c'était nickel. Il n'y avait pas de petite fantaisie de la part de Franquet. Je pense que voilà, il a aligné la meilleure équipe possible. On va commencer par les notes. Avec la note de 8 à Brice Samba qui les enchaîne, hein, à part son match un peu compliqué. Face à Monaco, il est bien revenu, encore une fois, il a été décisif, les relances ont été plutôt bonnes. Il a sauvé deux actions très dangereuses. Il a été très bon dans les airs, parce que c'était vraiment un domaine où Brest pouvait nous faire du mal, et ils ont eu quelques coups francs, il a été très bon. Que demander de plus? Que demander de plus? Un gardien décisif, pour moi, il nous ramène 3 points sur ce match, parce que je pense que on aurait pu ne pas le gagner, ce match, si Brice Samba n'était pas dans les cages. En tout cas, voilà, encore une fois, c'est une prestation de très haut vol. De très très haut vol. Enfin, je veux dire, ceux qui commencent à faire des comparaisons avec Chevalier, oui, il est brillant, Chevalier. C'est un excellent jeune gardien, c'est l'avenir du football français. Il n'y a rien à dire, c'est pas parce qu'il est lillois que je vais lui cracher dessus. Mais Brice Samba est largement devant lui. Actuellement... c'est pour moi le seul deuxième derrière Maignan, et puis Chevalier en troisième. Pour moi, aujourd'hui,
C'est Maignan, Samba, Chevalier. Clairement. Voilà. Pour moi, c'est ça. Hein. Voilà. Mais Chevalier finira par devenir un gardien peut-être titulaire de l'équipe de France. Alors il arrive à un moment... C'est un peu compliqué pour lui parce que Mike Maignan aujourd'hui, c'est le titulaire indiscutable. Il est peut-être arrivé à maturation un peu tôt dans l'histoire de l'équipe de France. Je suis pas certain qu'il prendra la main. Parce qu'il n'y a pas tant que ça d'écart entre Mike Maignan et lui, donc il va être un peu le mandanda de Mike Maignan, parce que je pense que Brice Samba, lui, il est un peu plus âgé. Voilà, mais je pense que oui, il sera en équipe de France de manière très régulière. Ça c'est clair, net et précis. Je parle de Chevalier. Mais Brice Samba aussi, de toute façon, hein, s'il continue comme ça, il sera toujours en équipe de France. En défense, j'ai mis la note de 6 à Danso. Match correct de Danso. Pas... Il a fait 2-3 erreurs quand même. Moi je trouve que les relances, c'est pas trop ça. Il prend beaucoup de risques. Des fois, je trouve qu'il a un peu mis en difficulté ses deux collègues de chaque côté. Ça reste quand même solide, mais je trouve que c'est pas du grand Danso. J'ai un peu de mal en ce moment avec Danso, je le trouve très fébrile. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Mais voilà, je trouve que le match est correct, mais ça n'a pas été le meilleur des 3 défenseurs. Le meilleur des 3 défenseurs, c'est clairement Grady. Moi j'ai mis la note de 9, il fait un match excellent. Du début à la fin, il a jamais été vraiment mis en danger, il a toujours bien défendu, il a super bien combiné avec Aguilar. Il a fait un peu de perceuse, il a provoqué des fautes. Enfin, franchement, le couloir droit, là, excellent. Excellent. J'ai mis la note de 7 à Kuzanov. Il fait un bon match. Hein. Il faut rappeler quand même qu'il a à peine 20 ans. Alors oui, il a fait quelques erreurs. Oui, il a été un peu en difficulté au début du match. Je suis un peu d'accord avec les consultants. C'était un peu brouillon sur 15 minutes. Mais après, je suis d'accord aussi avec un Laroche. Après, c'était fini, quoi. Il a eu 15 minutes de flottement. Et après, il a mis le turbo. Et il a pocket un peu les Brestois. Il a bien subi. Il a fait les gestes défensifs qu'il fallait au moment où il fallait. S'il fallait relancer proprement, il l'a fait. S'il fallait dégager comme un gros chien, il l'a fait. Moi, j'ai trouvé pour un gamin de 20 ans qui est ouzbek, qui vient d'un championnat complètement what the fuck d'Europe de l'Est, je suis désolé, c'est exceptionnel. Pour un match de cette intensité, c'est exceptionnel. Il a le niveau, hein. Il a clairement le niveau. Aujourd'hui, tu peux pas dire que c'est un jeune qui a pas le niveau d'un grand match de Ligue 1. Il a joué un grand match de Ligue 1 et il a été à la hauteur, il a fait un bon match. Moi, je l'ai trouvé meilleur que Danso, pour être sincèrement. Même s'il fait des craquettes, il a été meilleur que Danso. À un moment donné, il fait un dribble, il se fait prendre. Son retour, il est exceptionnel. Ses anticipations, elles sont super bonnes. Sa qualité de passe, elle est super intéressante. Des fois, il prend un peu de risque. Il a été meilleur après le carton jaune qu'avant, c'est vrai, mais déjà, c'est pas vraiment son poste à gauche. Et en plus, il est pas à l'aise à gauche, et il a fait un match de très bonne facture. Donc non, il fait un bon match. Moi, pour moi, c'est l'avenir, ce gars. C'est vraiment une sacrée recrue. Voilà. Et le mec coûte rien, quoi. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Une autre très bonne note, Aguilar, j'ai mis la note de 9. Au-delà de son but, qui est un but vraiment de renard des surfaces, il était présent au bon moment, il a fait un match topissime, du début à la fin. Son tacle de barbare à la fin du match, c'est un tacle de très haut niveau. À un moment donné, il tacle, c'est superbe, ce qui permet de relancer l'équipe. Il a été bon défensivement, il a été très bon offensivement, il a beaucoup centré, parce que c'est un reproche que je lui fais, il centre très peu, c'est le même reproche que je faisais un peu à Cabot. C'est des joueurs qui ont plus tendance à combiner qu'à centrer. Il a beaucoup centré, ce qui a créé beaucoup de dangers, et il a été là au bon moment pour marquer. Moi, j'ai trouvé son match excellent, et je trouve qu'il a pris un petit peu il a pris le dessus sur Frankowski, pour moi, clairement. Clairement parce qu'il est plus complet que Frankowski. Voilà. Même si Frankowski est très bon dans la gestion, mais je trouve qu'il n'est pas assez régulier, alors qu'Aguilar est quand même un peu plus régulier. Voilà. Après, pareil, c'est mon avis. Hein. On peut ne pas être d'accord. Mais en tout cas, pour moi, on a fait un sacré braquage en recrutant ce gars-là pour même pas 4 millions d'euros. C'est du très loin. Frankowski, j'ai mis la note de 7. Hein. Il fait un bon match à gauche. J'ai souvent dit que c'était pas du tout son délire de jouer à gauche, mais mine de rien, il est plutôt bon depuis quelques matchs à gauche, il fait son boulot, il a apporté des choses, il a combiné, il a tenté d'être offensif, même si il est pas forcément à l'aise, mais défensivement, il a été très intéressant.
Il a eu un coup de mou hein, en deuxième mi-temps, mais c'est normal parce qu'il joue à gauche, il est pas à l'aise, il en réenchaîne depuis un moment alors qu'il avait été un peu absent, parce qu'il avait un petit peu de mal, mais en tout cas, voilà, faut être sincère, il a été à la hauteur du poste, et je pense qu'il va continuer d'être titulaire à gauche avant le retour de Matcha, à moins que Matcha soit prêt pour jouer 90 minutes, mais ça m'étonnerait, ou 70 minutes, je pense que Matcha va rentrer plutôt et Frankowski va démarrer, donc on le retrouvera face à Nice, je pense. Hein. Après, je suis pas dans la tête à Francaise, mais ça me paraît logique, parce que je pense que Machado n'a pas ce temps de jeu dans les pattes, mais il aura peut-être 20 minutes dans les pattes, à mon avis. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 8 à Nampalis Mendy, je trouve qu'il fait un très bon match, il a été très complet, très complémentaire avec El Ainaoui, il a récupéré pas mal de ballons, il s'est bien battu, techniquement c'est pas dégueulasse, dans la gestion des ballons vers l'avant, c'est le jour et la nuit avec Samed, lui il crée quelque chose, en tout cas voilà, c'est très intéressant. Maintenant il a beaucoup d'énergie un peu jetée dans le vide, des fois il a une agressivité un peu mal placée, mais il va au combat, et ça j'aime beaucoup et je trouve qu'il fait un très bon match. Excellent match de El Ainaoui. Wow, exceptionnel. Exceptionnel. C'est un milieu de terrain défensif. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Il a gagné un nombre incalculable de duels. Et il est capable de faire ce dribble vers l'avant, cette prise de balle vers l'avant d'un box-to-box. En fait, c'est un box-to-box sans être un box-to-box, puisqu'il a pas cette propension à aller tenter des choses offensivement, mais alors quel travail il fait au milieu. Enfin, je veux dire, le milieu de Brest, c'est quand même un milieu très intéressant et hyper complémentaire. Lesmelou, Magnetti et puis Madi Camara, je crois, si je dis pas de conneries, c'est quand même super complémentaire et très costaud en Ligue 1, faut quand même le dire. Il a plus qu'existé, hein. Il aura quand même montré des choses pendant au moins 45-50 minutes de très haut niveau. Très impressionnant, hein. Très très impressionnant. Voilà. Sotoka, j'ai mis la note de 7, fait un bon match. Un peu en difficulté, je trouve, au début de la première mi-temps. Après, il est très vite monté en puissance. Et puis, c'est lui qui a tenu la baraque en deuxième. En tout cas, voilà, il est toujours à un haut niveau. C'est très bien, parce que il a tendance à plonger pendant un moment. Mais là, c'est vraiment très intéressant. Il continue comme ça. Il a une belle petite occasion sur sa frappe croisée. Il tente un peu plus, je trouve, au niveau des frappes. Il avait un peu perdu ce... Oh là, je suis un peu nerveux, je fais secouer le téléphone, pardon, vous allez avoir le mal de mer. Et c'est vrai que je le trouve un peu plus dans la tentative de frappe. C'est un truc qui avait disparu chez lui. Il a complètement perdu confiance dans sa capacité à frapper. Et je trouve qu'il tente, il retente. Je pense qu'il a passé peut-être un cap en se disant, allez, voilà, maintenant faut que je tente des choses quand même, je suis un attaquant. Et je trouve que ce truc-là, il commence à revenir. J'ai mis la note de 8 à Pereira da Costa, il fait un très bon match, il a plongé physiquement en deuxième, hein. Il a été presque absent, il sort assez vite, d'ailleurs parce qu'il en a plein les chaussettes, il a encore une fois été décisif, hein. Son centre a surpris toute la défense brestoise, il est très très bon ce centre, en tout cas voilà, il est à un très haut niveau et il permet à Lens aujourd'hui d'être beaucoup plus intéressant offensivement qu'il y a quelques semaines, quelques mois, et voilà, depuis la CAN, il est transcendé quoi. Et il a transcendé Wai, qui pareil, fait un bon match. Alors oui, il y a quelques mauvais choix. Il y a des moments où il doit prendre la balle et il la laisse passer. Il y a des moments où il doit laisser passer la balle et il la prend. Oui, mais ça reste un très jeune joueur, hyper perfectible. Mais moi je suis désolé, encore une fois, il a pesé sur cette défense brestoise. Il les a pris dans le dos, il les a fait douter. C'est un vrai poison. Techniquement, il est capable de faire des choses. Son petit pont derrière, s'il se laisse tomber, pour moi il y a pénou. Hein. Il doit tomber sur le premier contact et pas sur le deuxième, c'est vrai. Du stade, j'étais un peu en colère. Je pensais qu'elle s'était gourée, mais non, c'est vrai. Il y a faute sur la première, il doit tomber. Voilà, il tombe pas toujours au bon moment. Quelquefois, il est hors jeu, c'est vrai. Mais franchement, déjà la tête, sur le centre, il l'effleure. Hein. J'ai l'impression qu'il fait changer la trajectoire de la balle. Après, j'en sais rien. J'ai du mal à voir parce que sur l'angle, on voit pas trop s'il touche. Mais en tout cas, sa tête, il a le mérite essayer de mettre une tête et il perturbe Bizotte et derrière il y a but. Moi, je suis désolé, il a fait un bon match et il a été très intéressant. Il n'a pas marqué, mais il a pesé et c'est vraiment une belle prestation de sa part. J'ai mis la note de 7 à Francaise, coaching au niveau du coaching, de la prise de décision du 11 de départ, c'est bon.
Le coaching, je pense qu'il était intéressant dans la gestion de la fatigue de l'équipe. Malheureusement, il n'a pas été efficient, mais ça, on en reparlera après. Mais ça, c'est pas de son fait, hein. C'est pas lui qui est sur le terrain, c'est les mecs qui rentrent, hein. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai trouvé qu'il avait plutôt bien géré et qu'il avait gagné la bataille tactique face à Eric Roy, et je pense que et Brice Samba en a parlé à la fin du match, le fait d'être en bloc bas, je pense que c'était aussi une façon de reposer les organismes. Je pense qu'il avait vu que les mecs étaient fatigués, qu'il y avait un manque de rythme lié au passage à un match par semaine, ce qui est plus du tout la même chose. Comme l'a dit Brice Samba, c'est plus le même métier, mais c'est plus la même gestion aussi du rythme. Donc ça va revenir aussi. Je pense que pour Nice, on aura rechargé les accus et les mecs vont reprendre ce rythme d'un match par semaine. Et ça peut nous faire du bien. Ça peut nous faire du bien, mais en tout cas, voilà, Francaise, qui était pas sur le banc, puisqu'il a appris la veille qu'il serait suspendu au jour même. Enfin, what the fuck, ça, c'est n'importe quoi, c'est honteux. Hein. C'est honteux parce que ça change la donne. Parce que tu l'apprends, tu construis ton match en pensant être sur le banc, tu te fais niquer 10 heures avant le match, et c'est une honte. Enfin bref, c'est dégueulasse. C'est honteux. Les remplaçants. Oh, il y a un truc qui est tombé. Pas grave. J'ai mis la note de 6 à Abdoul Samed, fait une entrée correcte. Il a pas fait trop de bêtises, mais c'est pas pour ça que je mets qu'il est correct, mais je veux dire, offensivement, il a pas fait trop de dingueries avec des passes merdiques qui font des buts derrière. Hein. Ça, j'ai du mal à la digérer, celle-là. Hein. Mais je trouve que il a bien fermé la porte défensivement. Il a récupéré quelques ballons, quelques duels. Il a bien rejoué vers l'arrière, etc. Là, il le fallait. Je trouve que dans ce rôle-là de fermer quand on mène au score, il est très intéressant. Voilà, sincèrement, franchement, c'est là que je l'aime bien. Voilà. Mais voilà, après, offensivement, il apporte pas. Voilà, il est plus dans l'ombre de Sékou Fofana et on voit bien qu'il est très limité offensivement. Et il est bien derrière Doucouré qui, lui, avait une capacité à frapper, à créer des choses. Lui, il l'a pas du tout, ça. Hein. Donc c'est vrai que c'est voilà, il est limité à un rôle vraiment hyper défensif qui lui sied bien dans une sortie de banc. Moi, je trouve que c'est vachement intéressant. Je l'aime bien comme ça. Moi, je trouve que son entrée est correcte. Bah, c'est bien seul. Parce que c'est là aussi le bas blesse de ce match-là, on parlera dans le briefing. J'ai mis la note de 3 à Wesley Saïd, bah, il fait une mauvaise entrée. Hein. Il fait une mauvaise entrée, Wesley Saïd. Moi, je suis désolé. Tu peux pas dire qu'il fait une bonne entrée. Bien sûr que sur la première occasion, il décale bien. Mais derrière, il fait n'importe quoi. Il a perdu tous les ballons. On est bloc bas, il perd tous les ballons, tous les duels. Bah, il nous a foutu dedans. Même note à Thomasson. Il fait une mauvaise entrée, Thomasson. Il a pas pesé du tout au milieu de terrain. Il a rien créé. Il y a un geste technique qui est plutôt bon, qui permet de soulager un peu l'équipe. Derrière, il coule complètement. Il se fait complètement bouffer et il apporte rien. Ah, je suis désolé. Enfin, et c'est là, en plus, que j'ai l'impression que Francaise prend un peu il prend un peu la panique et il veut plus faire de changements. Parce que c'est la première fois depuis 1 million de matchs qu'il n'y a pas les 5 changements. Et je pense que défensivement, il avait plus rien, que Tom Pouilly c'était trop faiblard pour un match de cette envergure, et que derrière c'était que des changements offensifs, et je pense qu'il a pris peur. Il s'est dit, les autres ils vont pas faire mieux. Et quand Diouf ne rentre pas à la place d'El Naoui, c'est quand même un signe assez compliqué pour lui. Pas certain qu'il reste. Je pense que malheureusement, il y a peut-être des attitudes ou une difficulté à progresser dans la tactique francaise qui fait qu'il y a un bloc. Pourtant, il avait bien repris le cours des choses pendant la CAN. J'avais trouvé qu'il était très bon. Mais j'ai l'impression, voilà, qu'il y a des difficultés. Je sais pas, c'est un peu compliqué. Alors après, est-ce que c'est en rapport aussi avec son changement d'agent, de boîte d'agent? Est-ce qu'il n'y a pas eu des choses de fait par rapport à il est chez Zahavi ou un truc comme ça, je sais plus, enfin bref. Est-ce que ça a pas perturbé les choses? Est-ce qu'il n'y a pas eu déjà des choses de dites qui n'ont pas plu? Enfin, j'en sais rien, là je m'avance. Mais c'est compliqué de comprendre comment Andy Diouf, par rapport à un match moyen de Coupe d'Europe, glisse comme ça. Ou alors il y a une explication de texte avec Francaise et ça n'a pas été. Mais en tout cas, voilà. C'est très rare que Francaise ne fasse pas ses 5 changements. Je pense que c'était stratégique, il a pas voulu encore plus déséquilibrer son équipe, et je pense que c'était une bonne chose. C'est aussi pour ça qu'il fait un bon coaching d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a 7. Frappard, je mets la note de 6, je l'ai insulté tout le match. Hein. Désolé pour les filles qui voient la vidéo, elle en a pris plein la tronche. D'ailleurs, il y avait une fille qui était en dessous de moi. Je lui dis, je suis désolé, hein, j'en mets plein la tronche, mais j'ai rien contre les femmes. Hein. Alors elle rigolait, elle dit 5 minutes après, elle était en train de l'insulter aussi. Donc bon, je me suis dit, ça va.
La journée des droits des femmes, elle a été respectée à moitié. Parce que je sais que j'ai un public féminin, donc voilà. C'est vrai que Frappard, j'en ai mis plein la gueule. Après, elle a été huée, conspuée, tout ça, j'étais pas là parce que j'étais en retard, je suis arrivé juste avant comment dire, l'annonce des joueurs. Alors, le pourquoi du comment, il y a eu un énorme accident à Courcelles-Lès-Lens, j'espère qu'il n'y a pas eu de blessés trop graves, mais il y avait du monde, donc j'ai une pensée pour les gens qui ont tapé, j'espère que c'est pas trop grave. Mais en tout cas, voilà, du coup j'étais en retard, et donc d'habitude j'arrive et on voit les arbitres s'entraîner. La plupart du temps, il y a quand même des petits applaudissements, etc. Elle s'est fait insulter, huer, mais laisse tomber. C'était ouf. Mais elle a très mal démarré le match, je trouve, et elle l'a plutôt très bien fini. Voilà, c'est pour ça que ça fait à peu près correct. Je trouve que la deuxième mi-temps, où c'était vachement tendu, elle a plutôt bien arbitré. Le début du match, elle l'a très mal géré, elle doit jamais mettre jaune à Kuzanov. Je vais dire, pour moi, elle niquait le match en mettant un jaune à Kuzanov. Je dis, on va finir à 10, c'est de sa faute. Et puis après, elle a monté en puissance. Mais elle a la pression, hein. Elle a la pression parce qu'elle en prend plein la gueule, mais en même temps, c'est à juste titre. Hein. Elle est nullissime sur plein de matchs. Donc là, pour une fois qu'elle fait un match correct, moi j'étais pas content qu'on aligne Frappard sur ce type de match parce que c'est un match capital en Ligue 1. Tu dois mettre Brizard ou voilà du haut niveau, pas elle. C'est pas du haut niveau, elle. Je suis désolé, mais c'est pas voilà. Faut pas voir ça dans du sexisme. Ça n'a rien à voir avec une femme. De toute façon, ça serait pas une femme, elle serait pas en Ligue 1. Clairement, faut le dire. Si ça serait pas une femme, vu son niveau, elle n'arbitrerait pas en Ligue 1. C'est parce que c'est une femme qu'elle arbitre en Ligue 1, pas parce qu'elle a le niveau. Moi, j'en suis persuadé. Pour moi, elle a pas le niveau du tout. C'est devenu une égérie de l'arbitrage international, parce que c'est une femme, parce qu'il faut promouvoir les femmes, mais c'est catastrophique. Moi, je trouve. Mais sur ce match-là, c'est correct. Voilà. Les Brestois, moi, je trouve, non, j'ai pas pris. Je pensais que j'avais pris, tiens. Non, j'ai pas pris. J'ai mis la note de 5 au Brestois. Je les ai trouvés moyens. Bien sûr, ils poussent à mort pendant les 25-30 dernières minutes. Je vais y revenir. Mais ils sont aidés parce que physiquement, on est explosé. En première mi-temps, ils ont pas été si mirobolants que ça et on était à 100% physiquement. Donc voilà. Moi, j'étais assez déçu. Moi, je pensais qu'ils allaient nous mettre plus à mal que ça. Et je trouve qu'ils nous ont dominés. Je me suis chié dessus en fin de deuxième mi-temps. Mais il y a un poteau. C'est vrai, il y a un poteau. C'est vrai. Mais j'ai été plus impressionné par Monaco ou par Nice, par exemple. Je le dis sincèrement, je l'ai dit dans les tweets sur Twitter. J'ai été plus impressionné par Monaco. La défaite 3-2, Monaco, j'ai trouvé bien plus intéressant que Brest. Voilà, moi je trouve qu'ils font un match moyen, mais ils sont quand même assez forts. Mais voilà, pour moi, c'est pas ceux qui m'impressionnent le plus de championnat. Voilà. Et là, je suis objectif, hein. C'est pas parce que je les déteste que je dis ça. Après, ils méritent leur place, ils seront européens, moins d'une dégringolade, et ils mériteront, hein, ils ont fait leur saison. Pour moi, voilà, ils vont aller en Europe, ça va être un boost pour ce club. Maintenant, je suis pas certain qu'ils aient la stature d'un Racing Club de Lens, je suis pas certain qu'un parcours en Europe leur fasse du bien, mais ça, bon, après, ils vont gérer, hein, ils se démerdent. Hein. Donc voilà, on va débriefer ce match-là. Alors la première mi-temps, c'est vraiment une vitrine de la Ligue 1. On s'est rendu coup pour coup avec Brest. Moi j'ai trouvé qu'à ce moment-là, on les a regardés dans les yeux et ils étaient pas très rassurés. C'était assez fermé au départ. Et puis après ça a commencé à s'enflammer. Il n'y a pas eu non plus multitude d'occasions parce que c'était un match assez tactique face à deux équipes qui sont très costauds et très fortes défensivement. Brest a essayé de tenter des coups. La stratégie brestoise, elle était claire. C'était le doigt rond et Mounier devant, on balance des parpaings et on essaye de jouer sur les coups de pied arrêtés pour essayer de planter une blandrille. Ça a fonctionné à par moment, puis après on les a bouffés au milieu de terrain avec un Lena 8 gala et on finit par mener 1-0 avec une fin de mi-temps un peu dure où Brest est piqué au vif et tente quelque chose. Mais maintenant, je nous ai trouvé vachement à la hauteur du dauphin du PSG. Je trouve qu'il n'y avait pas forcément un écart de niveau, voire même on était supérieur à un moment donné, hein, je trouve. Et puis après, la deuxième mi-temps arrive, on joue 10 minutes, un quart d'heure, et trou d'air complet. Physiquement pompé, énorme. J'ai vu des joueurs, il n'y avait plus rien dans le steak. Frankowski, rincé. Pereira da Costa, rincé. Nampalis Mendy, rincé. Même Sotoka, il a eu un gros coup de mou. Eliwai, pareil, rincé aussi.
Ça a été très compliqué et Brest à ce moment-là a appuyé sur le champignon et de toute façon ils jouaient débridés, hein. Qu'est-ce qu'ils en avaient à foutre, même une défaite les mettait pas dedans, fallait que les autres assurent pour recoller. Bon, ils l'ont fait puisque Monaco a gagné, donc ils sont revenus très près des Brestois, mais ils jouaient pas voilà, avec beaucoup de pression. La pression elle était côté Lensois, ça je suis d'accord avec Alain Ross, la pression c'est les Lensois qui les avaient. Donc c'est vrai qu'en deuxième mi-temps le coup de mou psycho-physique nous a mis dedans et les remplacements n'ont eu aucun effet. Et c'est là que le bas blesse à Lens depuis quelques années, c'est que le banc n'apporte pas toujours. Et sur cette phase-là, le banc n'a pas apporté et pire encore, nous a mis dedans. Parce que comme Saïd a été éclaté au sol et arrivait pas à garder un ballon, que Thomasson il a fait un dribble vers l'arrière pour conserver et après il a disparu, il a une grosse occasion, il fait n'importe quoi, on peut mener 2-0, le match est plié. Et on a subi encore plus en fait après les changements. Et donc on a perdu en qualité, faut le dire. Même si Salis Abdoul Samed a quand même réussi à nettoyer les brèches, c'est Sotoka qui a réussi à nous remettre un peu dedans, en faisant un peu de conservation de ballon, en jouant des ballons en pivot, etc. C'est le mec qui a le plus joué du match, a le plus couru du match, qui nous remet dedans. Et au final, on arrive à tenir ce score. Mais ça a été dur, bien sûr. Je dis pas que Brest a pas fait un bon match. Je les ai trouvés moyens, mais ils ont fait un match de dauphin. C'est-à-dire qu'ils sont venus à l'extérieur avec une volonté de pas se laisser faire et de se rebeller. Maintenant, je trouve que défensivement, on a tenu le choc. Après, la défense, elle est là. Hein. La frappe, elle est déviée sur le poteau parce que Gradit, il défend. Et Brice Samba, il a fait le reste. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'il y a des belles individualités, même si l'US Melou, j'ai pas trouvé extraordinaire sur ce match. Il était très tendu, le gaillard. Mais voilà, mais en tout cas, c'est une très jolie victoire. Hyper importante pour la course à la Ligue des Champions, parce que j'en parle maintenant. Avant, je parlais de course à l'Europe. Maintenant, je parle de course à la Ligue des Champions. Il y a encore une confrontation directe, c'est face à Nice. Il faut gagner. Alors, je suis en train de faire la projection, mais en tout cas, la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, on est 5e. On est à 1 point des Lillois qui sont eux 4e et donc premiers qualifiés au tour préliminaire de Champions League. On revient à 4 points des Brestois, mais aussi à 3 points des Monégasques, parce qu'eux, ils sont 45, on a 42. Rien n'est fait, voilà, rien n'est fait. Monaco va devoir enchaîner les victoires, sinon on va venir recoller. Ils ont 1 point de plus avec le goal average, mais rien n'est fait parce que derrière on enchaîne Metz, Le Havre et Lorient. Si je dis pas de conneries. Non, Metz, Le Havre et Clermont. Il y a moyen d'aller gratter des points pendant que les autres ont un peu des confrontations directes. Donc voilà. Moi je pense que ce match, il y a 2 matchs capitaux, la réception de Nice, donc là je suis dans la projection, et le déplacement à Lille qui va être très important dans la course à la 4e place. Faudra voir ce que va faire Lille à Brest. Alors si Brest gagne face à Lille, pour moi ils seront top 3. Et nous on pourrait être top 4. Voilà. Moi je pense que ce match aussi est capital. Les 2 matchs, Lens-Nice, Brest-Lille, pardon, c'est une journée capitale pour la Ligue 1. Je pense que ça peut dessiner un ordre de place pour la fin de saison. Voilà, moi je pense c'est ça. Après, s'il y a match nul entre Brest et Lille, c'est le plus mauvais résultat pour les Brestois, parce que derrière Monaco peuvent les enclencher, parce qu'ils sont à 1.2, ça voudrait dire qu'ils seraient 3e, toujours qualifiés pour la Ligue des Champions. Mais attention, parce que il reviendrait aussi. Là, attention, on est dans du foot fiction, mais on reviendra à 2.2. Donc on reviendra à 2 points d'une qualif directe en Ligue des Champions. Rien ne serait fait. Rien ne serait fait. Et Brest a encore un calendrier assez costaud. Nous, on va à Marseille. Peut-être qu'on aura pris un petit matelas d'avance. Il y a Marseille qui déboule aussi. L'effet Gasset est assez impressionnant. Mais voilà. Je pense que Brest doit gagner ce match-là pour s'assurer la Ligue des Champions face à Lille. Donc ils vont devoir faire un sacré match. Et les Lillois ont montré qu'ils étaient capables de faire des belles choses parce qu'ils étaient menés 2-0. Ils ont fini par faire match nul de 2. Je pense que s'ils n'avaient pas foiré leur début de match, ils auraient gagné face à Rennes. Voilà. Donc Brest est prévenu. Lille a des arguments et un Jonathan David en feu. Donc voilà. Mais cette fin de saison, elle est palpitante. Alors oui, j'entends qu'il y a moins de qualité cette saison. Mais l'année dernière, le championnat était exceptionnel. Pour moi, c'était un des championnats des 5-6 dernières années. C'était vraiment très palpitant avec des super matchs. Cette année, c'est peut-être un peu moins chaud, mais en tout cas, on est toujours dans la même, dans le même cycle. Les gros
font un mauvais début de saison. Et en fait, ça rend la saison assez attractive. Mais j'espère aussi que l'année prochaine, les gros sont là pour qu'il y ait une bataille dès le début du championnat, parce que ça a ronronné pendant un moment. C'est vrai que pendant la période hivernale, ça a été un peu dégueu, parce qu'au final, les gros n'étaient pas là, ou très mal classés. Du coup, les affiches des équipes qui étaient présentes étaient pas très sexy. Nice, c'est dégueulasse à voir jouer. Hein. Le Farioli Ball, c'est dégueulasse. Il y avait que Paris, et encore Paris, c'était pas tété non plus. Donc c'est vrai que ça n'a pas été un championnat excitant. Mais je pense que quand les grosses cylindrées vont faire un début de championnat canon, je parle de Marseille, avait plutôt bien démarré, mais bon, pour moi le début du championnat c'est jusqu'à octobre. Je veux dire, si en octobre tous les gros sont devant, ça va être un championnat monstrueux, parce que vu le nombre de places qu'il y a pour la Ligue des Champions, ça va être la baston, ça va être la guéguerre, et je trouve que là, cette fin de saison-là va être très très chaude. Maintenant, les gros sont là, hein. Lille est là, Lens est là, Monaco est là, Nice, on peut les compter dans les gros puisqu'il y a un projet Ineos, même si je trouve que c'est les moins forts de tous les gros. Hein. Marseille revient, Rennes a fait match nul, mais ils sont pas si loin que ça. Les 5, 6, 7 gros sont là. Reims, ils sont pas loin, faudrait qu'ils franchissent un palier, Reims va devenir très intéressant. Brest, je les compte pas dans les gros. C'est une année exceptionnelle. Moi, j'ai du mal à croire que l'année prochaine, ils continuent à performer. On n'est pas dans la même ligne que Lille et que Lens. Pour moi, aujourd'hui, j'ai du mal à croire que Brest va faire un recrutement aussi talentueux que ce qu'ils ont fait là. Après, ils ont une équipe huilée. Il y a eu l'effet roi. Lesmelou va partir, c'est sûr et certain, à Rennes, parce qu'il aura un plus gros salaire et que il va se pérenniser en Europe avec Rennes, même s'ils y sont pas cette année, ils y seront l'année prochaine, parce que comme ils joueront pas l'Europe, ils vont faire une Monaco, c'est sûr et certain. Mais voilà, mais c'est pour moi la fin de championnat va être palpitante pour tout le monde. Mais c'est un bonheur pour nous. Parce qu'on n'est pas dans le ventre mou, à voir les matchs, là, il y a de l'excitation, du stress, machin, c'est des trucs qu'on aime. Alors c'est le bon stress, hein, c'est pas le stress de la relégation, c'est le stress de l'Europe. C'est excitant, c'est pour ça aussi qu'on vit le foot, pour des objectifs comme ça, de la tension. Donc merci à Joseph Ougourlian, Arnaud Pouille, Franck Hayes de nous donner tout ça, parce qu'au final c'est grâce à eux que le club aujourd'hui est redevenu un grand club de France, reconnu par tous les médias. Moi quand j'entends les analyses sur Prime Video, je trouve qu'elles sont assez justes. Lens est redevenu un gros de Ligue 1. Il le sera pour moi de manière pérenne s'ils arrivent à accrocher une place en Europe, voire en Ligue des Champions, parce que ça voudra dire que ce club-là accroche 2 fois de suite la Ligue des Champions, c'est plus anodin. Ça veut dire qu'on est redevenu une grosse équipe. Bien sûr qu'il y aura un mercato agité, il y a des joueurs qui vont partir, qui ont eu des contrats prolongés et qui ont sûrement des bonnes sorties. Je pense qu'il y aura un renouvellement de cet effectif, que ça lui fera peut-être aussi du bien. Je pense qu'il y a plein de joueurs qui vont partir parce qu'il y a eu des flops, style Guilavogui, bordel, ça va partir. Est-ce qu'on aura des retours? Est-ce que Buxa va revenir parce qu'il fait une super saison en Turquie? Ce mec-là, dans la rota, il peut largement faire le taf. Est-ce que Stein Spearings, qui fait une très bonne saison à Toulouse, il a mis du temps avant de revenir, mais je trouve qu'il est plutôt intéressant, mais il est dans un milieu à 3. Est-ce qu'aujourd'hui Stein Spearings retournera à Lens ou pas? J'en sais rien, je pense pas. Mais voilà, mais on va avoir un mercato très agité, mais il y a tellement de belles choses à voir. C'est très excitant, ça me refait penser vraiment aux années 2000. On est revenu vraiment à ce lance-là excitant, où il y avait de l'action, qu'on a eu 10 ans de morne pleine, d'une tristesse absolue, avec des recrues dégueulasses, un board irrespectueux du peuple lensois. Là, c'est du bonheur à croquer en barre, même si on fera une saison où on est 12e ou 10e, c'est pas grave, parce que je sais que cette direction-là réussira à rebondir. Donc voilà, c'est que du bonheur, Plein de bonnes choses pour vous. Vive le printemps qui arrive, même s'il pleut. Et voilà, prochaine vidéo, après match, Lens-Nice, j'y serai, nous y serons, nous serons derrière vous, et vive Lens. Ciao les amis.